Salut à tous. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais d'abord remercier tous ceux et celles qui soutiennent cette chaîne, cette jeune chaîne Smart SVT. Grâce à votre soutien, on trouve l'énergie pour continuer. Dans cette vidéo, on va discuter la transmission de l'information génétique par reproduction sexuée et particulièrement la place de la méiose dans cette transmission. Ça va intéresser les deuxièmes années SVT et les deuxièmes années PC, mais également les deuxièmes années Sciences Maths. Les objectifs de la vidéo seront donc de trois types. Donc on aura trois axes. La reproduction sexuée, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par reproduction sexuée? Deuxièmement, quelles sont les étapes de la méiose? Et troisième axe, quel est le mécanisme de la réduction chromatique? On se voit après l'intro. Alors, premier axe, la reproduction sexuée, la méiose, les gamètes, quelle relation? Alors on va d'abord parler de la relation reproduction sexuée-méiose, et ensuite la reproduction sexuée fait toujours intervenir des gamètes, donc on va parler de gamètes. Voyons d'abord les deux manières possibles de transmettre l'information génétique. Alors dans une première manière, on aura une cellule mère de formule chromosomique 2n égale 46, c'est-à-dire une cellule humaine. Elle peut donner deux cellules filles ayant la même formule chromosomique 2n égale 46. Mais pour cela, elle doit répliquer son ADN et réaliser la mitose. Et donc vous voyez qu'on a une cellule mère qui a donné deux cellules filles. La deuxième manière de transmettre l'information génétique, on aura la mère, le père, chacun avec une information génétique bien particulière, mais les deux, ils ont la même formule chromosomique 2n égale 46. Et chacun peut contribuer à la formation d'un nouvel être vivant, d'un nouveau-né. Alors le nouveau-né aura la même formule chromosomique 2n égale 46, mais son information génétique est en réalité une combinaison des deux informations génétiques parentales. L'information du père et l'information génétique de la mère. Comment les parents vont-ils transmettre leur information génétique à leurs enfants? Eh bien, c'est en passant par les gamètes. Alors la mère va former des gamètes femelles qu'on appelle ovules. Le père va former des gamètes mâles qu'on appelle spermatozoïdes. Rappelons ici que le gamète femelle, bien l'ovule, est une cellule de très grande taille. Son diamètre est en moyenne de 100 micromètres. Alors que le spermatozoïde est une cellule de petite taille. La tête du spermatozoïde mesure environ 5 micromètres, c'est-à-dire 20 fois moins que le diamètre de l'ovule. Alors quel est le devenir des gamètes? Eh bien ils vont fusionner par un phénomène qu'on appelle fécondation pour former une cellule diploïde appelée œuf ou zygote. Ensuite, l'œuf va effectuer une première mitose pour former deux cellules filles et ces deux cellules vont réaliser plusieurs mitoses successives pour se transformer en embryon, puis en fœtus et enfin en nouveau-né. Et après une phase de croissance, le nouveau-né va devenir soit un père, soit une mère. Ainsi est transmise l'information génétique des parents à leurs enfants, c'est-à-dire d'une génération à une autre. Donc ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est cette étape des parents aux gamètes. Comment les parents forment les gamètes. Petit aperçu de la découverte de la méiose, cette division qui est responsable de la formation des gamètes. C'est en étudiant un ver parasite du cheval, appelé l'ascaris du cheval, qu'un scientifique belge, Van Beneden, en 1883, observe que les cellules somatiques, c'est-à-dire les cellules non sexuelles de ce ver, contiennent 4 chromosomes, alors que les gamètes, les cellules sexuelles, ne contiennent que 2 chromosomes. Et donc il a déduit qu'il doit y avoir une réduction chromatique, c'est-à-dire un passage de 4 chromosomes à 2 chromosomes au cours de la formation des gamètes. Et c'est en 1905 qu'on utilise le mot méiose ou le terme de méiose.
Intéressons-nous maintenant aux gamètes humains et observons leur carte chromosomique ou leur karyotype. Alors, qu'est-ce qu'on constate? D'abord que les chromosomes existent en un seul exemplaire. Il n'y a pas de paire de chromosomes. Donc, première remarque, les gamètes sont haploïdes. Ce sont des cellules haploïdes. Ensuite, dans la carte numéro 1, on trouve un chromosome Y et dans la carte numéro 2, on trouve le chromosome X. Donc, on trouve pour la carte numéro 1, 22 autosomes plus un chromosome sexuel Y. Donc, le total, c'est 23 chromosomes. Pour la carte numéro 2, on trouve 22 autosomes toujours, plus un chromosome sexuel X. Donc le total, c'est toujours 23. Donc la carte numéro 1 représente un gamète mâle ou un spermatozoïde. Et la carte 2, on a tendance à dire qu'elle représente un gamète femelle. Alors c'est vrai qu'elle peut représenter un gamète femelle ou ovule, mais elle peut également représenter un gamète mâle ou spermatozoïde. Donc faites très attention, quand on a une carte chromosomique qui contient un chromosome X, il peut s'agir d'un gamète femelle, mais il peut également s'agir d'un gamète mâle. Et donc on peut écrire la formule chromosomique générale des gamètes humains, n égale 23, n égale 23. Pour la formule chromosomique détaillée, donc la carte numéro 1, c'est n égale 22a plus y égale 23. La carte numéro 2, c'est n égale 22a plus x égale 23. Petite explication. Prenons la cellule mère des gamètes femelles qu'on appelle cellule germinale femelle. Elle contient toujours deux chromosomes sexuels X. Et donc, elle va former un seul type de gamète femelle qui contient toujours le chromosome X. Pour la cellule germinale mâle, c'est-à-dire la cellule mère des gamètes mâles, elle contient deux chromosomes sexuels différents X et Y. Et donc, elle peut former deux types de gamètes mâles, deux types de spermatozoïdes. 50% de spermatozoïdes contiennent le chromosome X et 50% contiendront le chromosome Y. Alors, que faut-il retenir de cette première partie de la vidéo? D'abord, la reproduction sexuée. Alors, la reproduction sexuée, c'est un type de reproduction qui fait intervenir deux individus de sexe différents. On dit de sexe opposé. Un individu mâle qui produit des gamètes mâles appelés spermatozoïdes et un individu femelle qui produit des gamètes femelles appelés ovules. Alors les gamètes, c'est quoi? Il faut bien comprendre qu'on parle de cellules. Ce sont des cellules. Donc les gamètes sont des cellules sexuelles haploïdes. Les gamètes sont toujours haploïdes qui se forment à partir d'une cellule mère diploïde grâce à une division particulière appelée méiose. Après la formation des gamètes, alors on aura deux gamètes de sexe opposé, un gamète mâle et un gamète femelle, qui vont fusionner par un phénomène appelé fécondation pour donner une cellule diploïde appelée œuf ou zygote. Alors si un gamète ne réussit pas à faire la fécondation, il n'a pas le choix, il va mourir. Donc soit il réussit la fécondation, soit il meurt. Enfin, après la fécondation, la cellule œuf ou bien le zygote, il va effectuer plusieurs mitoses pour former d'abord un embryon, ensuite un fœtus et enfin un nouveau-né après la naissance. Deuxième axe, l'évolution de la quantité d'ADN dans une cellule qui fait la méiose. Alors on va découvrir que la méiose comprend deux divisions successives. Et on va découvrir également que la méiose permet la formation de 4 cellules filles à partir d'une cellule mère, contrairement à la mitose qui forme uniquement 2 cellules filles. Alors, suivons l'évolution de la quantité d'ADN chez une cellule qui passe par la méiose. Donc d'abord, la phase G1 qui va maintenir une quantité d'ADN stable, constante, par exemple 5,6 et on va noter Q. Donc une quantité Q d'ADN qui est égale à 5,6. Ensuite, on a la phase S, le dédoublement de la quantité d'ADN jusqu'à 11,2. La phase G2, donc la quantité d'ADN va rester constante. Tout ça, c'est l'interphase.
Ensuite, on aura une première division qu'on va appeler division réductionnelle. Et une deuxième division qu'on va appeler division équationnelle. Donc la méiose, en réalité, elle est composée de deux divisions, division réductionnelle et division équationnelle, toutes les deux précédées d'une seule réplication de l'ADN pendant la phase S. Et donc si je pars d'une cellule mère pendant la phase G1, elle va former deux cellules filles à la fin de la division réductionnelle. Elles-mêmes, ces deux cellules filles vont engendrer 4 cellules filles à la fin de la division équationnelle. Et les 4 cellules filles, elles ont la moitié de la quantité d'ADN de la cellule mère pendant la phase G1. Donc chaque cellule fille, elle possède 2,8, alors que la cellule mère contenait 5,6 picogrammes d'ADN. Troisième axe, les phases de la méiose, dans lequel on va découvrir les différentes phases de la division réductionnelle et ensuite les phases de la division équationnelle. Où peut-on trouver des cellules qui font la méiose? Moi, je veux observer des cellules en cours de méiose. Où je vais trouver ces cellules? Alors, dans l'espèce humaine, commençons d'abord par la femme, c'est uniquement dans les ovaires. Ce sont des organes de l'appareil génital ou l'appareil reproducteur. Et bien sûr, il y a un ovaire droit et un ovaire gauche. Chez l'homme, c'est la même chose, c'est dans des organes de l'appareil génital ou l'appareil reproducteur qu'on appelle les testicules, testicules droit et testicules gauche. Donc les testicules et les ovaires forment ce qu'on appelle les gonades. Les gonades, c'est-à-dire les organes de l'appareil génital qui sont responsables de la formation des gamètes. Pour les plantes, surtout chez les plantes à fleurs qui forment la fleur, on va trouver les étamines. Dans les étamines, on va trouver les grains de pollen à l'intérieur desquels vont se former les gamètes mâles. Alors que pour le gamète femelle, on va trouver dans l'ovaire qui contient les ovules. Alors observons maintenant les différentes phases de la méiose vues au microscope optique. Donc première phase, on va appeler prophase 1, la deuxième métaphase 1, troisième anaphase 1, télophase 1. Ça c'est la division réductionnelle. Ensuite on passe à la division équationnelle avec la prophase 2, la métaphase 2, l'anaphase 2 et la télophase 2. Et donc vous voyez qu'on peut subdiviser la division réductionnelle en 4 phases uniquement en se basant sur le comportement des chromosomes, comme on avait fait pour la mitose. Même chose, on peut subdiviser la division équationnelle en 4 phases uniquement sur la base du comportement des chromosomes. Quelques particularités de la formation des gamètes dans l'espèce humaine. Commençons d'abord par l'homme. Alors dans les testicules, on trouve une cellule souche qui va subir une mitose pour donner deux cellules, spermatogonie et cellule souche. Alors ne faites pas très attention au nom de ces cellules, vous n'êtes pas obligé de retenir ces noms. Donc la cellule souche, on va la garder dans le testicule et qui peut réaliser d'autres mitoses. La spermatogonie va se transformer en spermatocyte 1 qui va subir une division réductionnelle pour former deux spermatocytes 2. Chacune va subir une division équationnelle pour donner des spermatides. Donc les 4 spermatides vont changer de forme et se transformer en spermatozoïdes. Chez la femme, il y a une autre particularité. La cellule souche, appelons-la l'ovogonie, elle va croître pour se transformer en ovocyte 1. Alors cette cellule va subir une division réductionnelle inégale pour donner une grande cellule appelée ovocyte 2 et une petite cellule qu'on va appeler le premier globule polaire. Alors le globule polaire, il va dégénérer, il va mourir. L'ovocyte 2 va subir une division équationnelle inégale pour donner une grande cellule qui va former l'ovule et une petite cellule qui donne le deuxième globule polaire également qui va mourir.
Une autre particularité, mais cette fois chez les plantes. Alors prenons une algue diploïde, par exemple l'algue ulva. Alors certaines cellules de cette algue vont subir la méiose pour donner des spores. Alors des spores haploïdes. Alors une spore va effectuer une mitose pour donner deux cellules filles, ensuite plusieurs autres mitoses successives pour former une jeune algue. Et après sa croissance, elle va former une algue adulte, mais haploïde. Alors cette algue haploïde, à un certain moment, elle va libérer des gamètes et après fécondation, les gamètes vont former l'algue diploïde. Alors l'algue diploïde, on l'appelle sporophyte parce qu'elle produit des spores et l'algue haploïde, on l'appelle gamétophyte parce qu'elle produit des gamètes. Et donc on constate que la méiose parfois aboutit à la formation de spores et non pas de gamètes. Donc chez les plantes, la méiose peut former des spores, des cellules haploïdes qui vont effectuer des mitoses pour donner un nouvel individu. Alors que les gamètes, on a dit qu'ils n'effectuent jamais de mitose, ni de méiose. Donc un gamète ne se divise jamais, alors qu'une spore peut se diviser par mitose. Un petit bilan de cette partie de la vidéo. La méiose, c'est quoi? Donc c'est un type de division cellulaire composé de deux divisions successives précédées d'une seule réplication de l'ADN. Alors la première division, elle est appelée division réductionnelle et donc il contient quatre phases, prophase 1, métaphase 1, anaphase 1 et télophase 1 et qui donne deux cellules filles à partir de la cellule mère. Ensuite, une deuxième division qu'on appelle division équationnelle qui contient également quatre phases, prophase 2, métaphase 2, anaphase 2 et télophase 2, et qui permet à chaque cellule fille de la division précédente de se diviser elle-même en deux cellules filles. Le résultat, à la fin de la méiose, on aura donc 4 cellules filles haploïdes à partir d'une seule cellule mère. Et donc chaque cellule fille, elle contient la moitié de la quantité d'ADN de la cellule mère en G1. Chez les végétaux, on a dit, la méiose peut aboutir à la formation de cellules filles haploïdes appelées spores. Après sa libération, une spore va effectuer plusieurs mitoses pour former un nouveau végétal. Alors rappelez-vous que les gamètes ne se divisent jamais. Quatrième axe, très important, le mécanisme de la réduction chromatique. Comment on passe de 2N à N, d'une cellule diploïde à des cellules haploïdes. Alors on va découvrir les particularités de la division réductionnelle et bien sûr les particularités de la division équationnelle. Alors considérons notre cellule avant la méiose, avant d'entrer dans la méiose, elle est en interphase. Donc on observe la stère, le noyau avec son enveloppe nucléaire, avec la chromatine à l'intérieur et le nucléole. Entrons maintenant dans la prophase 1. Donc il y a apparition de deux astères qui commencent leur migration vers les deux pôles de la cellule mère. La migration se poursuit, la chromatine se transforme par condensation en chromosomes et la membrane nucléaire commence à disparaître. Une chose très importante qui caractérise la prophase 1, après la condensation de la chromatine et formation des chromosomes, il y a appariement des chromosomes bichromatidiens. Les chromosomes homologues s'apparient et forment ce qu'on appelle les bivalents ou bien une tétrade. Alors tétrade, c'est-à-dire 4 chromatides, 2 chromosomes homologues. Donc particularité très importante de la prophase 1, c'est la formation des bivalents, c'est-à-dire l'appariement des chromosomes homologues. Passons maintenant à la métaphase 1. Alors chose très importante, les chromosomes appariés, les chromosomes homologues appariés vont s'aligner de part et d'autre du plan équatorial. Alors rappelons la métaphase de la mitose.
si vous vous rappelez, on avait dit que les chromosomes s'alignent tous sur le plan équatorial. Et chaque chromosome, pendant la mitose, chaque chromosome est relié à deux fibres, des deux côtés. Alors que dans la métaphase 1, chaque chromosome est relié à une seule fibre qui le relie à un seul astère. Donc on a l'alignement des chromosomes homologues de part et d'autre du plan équatorial et chaque chromosome est relié à un seul astère par une seule fibre. Conséquence, pendant l'anaphase 1, on aura séparation des chromosomes bichromatidiens, chromosomes homologues bichromatidiens, sans clivage du centromère. Alors que dans la mitose, si vous vous rappelez, il y a clivage des centromères et séparation des chromatides. Alors que là, dans l'anaphase 1, il n'y a pas clivage des centromères. Il y a séparation des chromosomes bichromatidiens. Donc on parle de ségrégation, on parle de disjonction, c'est-à-dire la séparation des chromosomes homologues sans clivage des centromères. C'est très très important pour comprendre la méiose. Voilà, on a la poursuite de la migration des chromosomes bichromatidiens. On passe à la télophase 1 qui va former deux cellules filles haploïdes. Remarquez que chaque cellule fille contient un chromosome en rouge, le 1 par exemple, et un chromosome en bleu, le 2, alors que l'autre cellule contient le 1' et le 2'. Donc ce sont deux cellules haploïdes, n égale à 2, n égale à 2. Alors les deux cellules vont entrer en prophase 2, donc avec dédoublement de l'astère, disparition de la membrane nucléaire, et on passe à la métaphase 2. Alors au cours de la métaphase 2, donc chaque chromosome est relié à deux fibres qui le relient aux deux astères. Alors ça c'est un petit peu comparable à la mitose, sauf que les cellules ici sont haploïdes. Donc l'alignement des chromosomes sur le plan équatorial. Au cours de l'anaphase 2, il y a séparation des chromatides sœurs après clivage des centromères. Donc ça nous rappelle l'anaphase de la mitose. Clivage des centromères, séparation des chromatides sœurs et migration vers les deux pôles. À la fin de la méiose, on obtient 4 cellules filles haploïdes. Donc la cellule C1 et C2, ils sont identiques d'un point de vue information génétique. Et la cellule C3 et C4, elles sont également identiques. Donc ils ont les mêmes chromosomes. Dernier bilan, la réduction chromatique, c'est-à-dire le passage de 2N à N, de la diploïdie à l'haploïdie, se fait pendant la division réductionnelle grâce aux événements suivants. Premièrement, l'appariement des chromosomes homologues pendant la prophase 1, grâce à des complexes protéiques qui les maintiennent attachés l'un à l'autre, donc on ne va pas entrer dans les détails ici. Alignement des chromosomes homologues de part et d'autre du plan équatorial pendant la métaphase 1, et chaque chromosome est attaché à une seule fibre chromosomique, d'un seul côté qui le relie à un astère. Troisième chose, ségrégation ou bien disjonction ou bien séparation des chromosomes homologues sans clivage de leur centromère et leur migration vers l'un des deux pôles de la cellule mère pendant l'anaphase 1. À la fin de la division réductionnelle, on obtient donc deux cellules haploïdes contenant chacune une seule copie de chaque chromosome bichromatidien. Pendant la division équationnelle et particulièrement surtout lors de l'anaphase 2, il y a clivage des centromères et séparation des chromatides sœurs. Donc la fonction biologique de la méiose, c'est la formation de cellules haploïdes qui donneront des gamètes, ou bien chez les plantes, les spores,
indispensable à la reproduction sexuée et donc indispensable à la transmission de l'information génétique d'une génération à une autre. Alors on peut récapituler tout ça dans ce tableau. Alors prophase 1, il est caractérisé par ces modifications et surtout la dernière, l'appariement des chromosomes homologues et la formation des bivalents. Pour les autres, on les a déjà vus dans la mitose. Au cours de la métaphase 1, on a attachement des fibres chromosomiques d'un seul côté de chaque chromosome et l'alignement des paires de chromosomes homologues de part et d'autre du plan équatorial. L'anaphase 1, on a séparation des chromosomes homologues sans clivage des centromères et donc migration de chaque chromosome bichromatidien vers l'un des pôles de la cellule mère. Télophase 1, formation de deux cellules filles haploïdes, mais les chromosomes sont bichromatidiens. Donc ils sont dédoublés, c'est-à-dire formés chacun de deux chromatides. Pour la division équationnelle, prophase 2, donc c'est les mêmes modifications, formation d'un deuxième aster, formation du fuseau, disparition de la membrane nucléaire. La métaphase 2, alignement des chromosomes sur le plan équatorial avec attachement des fibres chromosomiques des deux côtés. L'anaphase 2, clivage des centromères et séparation des chromatides sœurs, puis migration des chromosomes monochromatidiens vers l'un des pôles de la cellule mère. Et enfin, la télophase 2 va permettre la formation de 4 cellules filles haploïdes dont les chromosomes sont monochromatidiens. Ils ne sont pas dédoublés. Voilà, on arrive au test dans la fin de la vidéo. Alors, choisir pour chacun des items ci-dessous les deux affirmations correctes en cochant leur case. Alors, le gamète est une cellule haploïde qui peut se diviser par méiose. Alors, est une cellule haploïde, oui, mais est-ce qu'elle peut se diviser? Non, jamais. On a dit que le gamète ne se divise jamais. Donc, A, c'est faux. Le gamète réalise la fécondation ou meurt. Donc, soit il réalise la fécondation, soit il va mourir. C'est vrai. Donc, on va cocher petit b. Petit c peut réaliser plusieurs mitoses pour donner un être vivant. Alors ça, ce n'est pas le gamète, c'est la spore. Donc, petit c, c'est faux. Petit d résulte toujours de la méiose d'une cellule diploïde. Oui, c'est vrai. Donc, la cellule mère doit toujours être diploïde. Donc, on va garder petit b et petit d. Deuxième proposition, la réduction chromatique, c'est-à-dire le passage de 2n à n, s'effectue pendant la division réductionnelle. C'est vrai, c'est pendant la division réductionnelle. Petit b a lieu lors de l'anaphase 2. Non, en réalité, elle a lieu lors de l'anaphase 1. Donc petit b, c'est faux. Petit c est permise grâce au clivage des centromères. Au contraire, pendant la réduction chromatique, il n'y a pas clivage des centromères. Donc petit c est faux également. Petit d se fait par séparation des chromosomes homologues. Oui, c'est vrai, elle se fait par séparation des chromosomes homologues. Donc on va maintenir A et D. Deuxième type de test, répondez aux affirmations suivantes par vrai ou faux et corrigez celles qui sont fausses. Première affirmation, la reproduction sexuée fait toujours intervenir les gamètes et la fécondation. Alors, est-ce qu'on a, dans la reproduction sexuée, est-ce qu'on a toujours intervention des gamètes et de la fécondation? Bien sûr, donc c'est vrai. Deuxième affirmation, le clivage des centromères se fait pendant l'anaphase 1. Attention, le clivage des centromères ne se fait que lors de l'anaphase 2. Donc c'est faux, c'est lors de l'anaphase 2. Troisième affirmation, les deux cellules filles formées après la télophase 1 sont diploïdes et contiennent des chromosomes bichromatidiens. Donc après la télophase 1, c'est-à-dire après la division réductionnelle. Les chromosomes sont bichromatidiens, c'est vrai, mais les cellules ne sont pas diploïdes, elles sont déjà haploïdes. Donc c'est faux, les cellules sont haploïdes.
Quatrième et dernière affirmation, à la fin de la méiose, une cellule mère donne deux cellules filles haploïdes qui sont des gamètes ou des spores. Sont des gamètes ou des spores, c'est vrai, mais ce n'est pas deux cellules, mais 4 cellules. Dernier test, relié par une flèche chaque événement du groupe 1 à la phase de la méiose qui lui correspond dans le groupe 2. Alors, premier événement, petit a, séparation des chromosomes homologues. Quand est-ce qu'il y a séparation des chromosomes homologues? C'est au cours de l'anaphase 1. Deuxième événement, petit b, formation des bivalents. Les bivalents, c'est-à-dire les deux chromosomes homologues quand ils sont appariés. C'est pendant la prophase 1. Troisième, petit c, clivage des centromères. On vient de le dire, le clivage des centromères a lieu pendant l'anaphase 2. Enfin, alignement des paires de chromosomes de part et d'autre du plan équatorial. C'est au cours de la métaphase 1. On peut répondre de cette manière également. Voilà, j'espère que la vidéo va vous aider à mieux comprendre la méiose et surtout le mécanisme de la réduction chromatique, c'est-à-dire le passage de 2N à N. Il nous reste une deuxième partie dans laquelle on va discuter l'intérêt génétique de la méiose et à laquelle on va consacrer l'intérêt génétique de la méiose et à laquelle on va consacrer une autre vidéo, Inch'Allah.